Donc nous reprenons nos travaux, après-midi aussi dense et passionnante que la matinée de ce matin, pardon pour le pléonasme, et puis hier. Je pense que j'ai suffisamment introduit le sujet hier pour ne pas avoir à refaire une présentation. J'avais simplement résumé au fond l'esprit général en quelques lignes en disant mais au fond l'importance de l'ornementation architecturale s'entend relève-t-elle de sa qualité matérielle ou davantage de son lien spécifique avec l'architecture? Je pense que jusqu'à maintenant tout ce qui a été entendu comme communication semble montrer l'ancrage absolument incontestable de l'ornementation architecturale sur l'architecture, et même à la limite, la définition réciproque semble se confirmer communication après communication, et même entre les communications. Et la question qui se pose, au fond, je la résume très brièvement, entre la conservation stricte du document, la copie fidèle du document, fidèle étant encore un sujet qui peut ouvrir un débat, ou création d'une ornementation disparue ou supposée, comment concilier à la fois l'authenticité de la matière et l'authenticité de l'architecture? Parce qu'en définitive, on se rend compte qu'à vouloir appliquer à l'ornementation les codes de doctrine, de lecture et la rigueur de raisonnement que l'on applique sur les éléments majeurs du patrimoine, ceux qui sont classés parmi les monuments historiques notamment, on s'impose un certain nombre de rigueurs qui passe par l'identification de l'authenticité. L'authenticité se définissant traditionnellement comme étant apparentée à la matière, d'une part. L'authenticité de la matière est quelque chose qui est particulièrement occidental dans sa conception. L'authenticité historique, qui est un peu son parallèle, mais on est en train de découvrir que sans ornementation, ou ayant perdu son ornementation, l'architecture elle-même est altérée. Donc, ne peut-on pas, à ce moment-là, envisager la notion d'authenticité architecturale? C'est bien ça le thème sur lequel nos débats roulent depuis hier matin et qui vont se prolonger cet après-midi. Quand on parle d'architecture, on parle souvent bien sûr forme, structure. Là, aujourd'hui, dans ces séances, la focale s'est un petit peu réduite, puisqu'on parle également de l'ornement. Et je voudrais maintenant, si j'ose dire, faire un pas de plus, m'approcher encore davantage de l'édifice, en parlant, pourrait-on dire, presque de la peau du monument, en tout cas de la taille de la pierre, et montrer que, au même titre que l'ornement, d'ailleurs elle y participe, cette taille de la pierre fait partie, en quelque sorte, intrinsèquement, de l'apparence de l'édifice, même de la structure même de l'édifice, puisque pour le Moyen-Âge, il n'est jamais possible de séparer la technique et la matière même. Donc je vais ouvrir un certain nombre de dossiers pour justement, sans faire le tour, bien là, ce n'est pas du tout mon intention de faire le tour de cette question de la taille de la pierre à l'époque romane. D'ailleurs, ce sont des recherches qui sont assez nouvelles, et donc je vais vous en donner quand même un écho un tout petit peu amoindri, qui n'est pas tout à fait terminé, puisque ce sont plutôt, je dis, des recherches en cours. Donc, dès le début de l'architecture romane, vers l'an 1000, on assiste à l'apparition d'expériences qui touchent non seulement à la structure et la forme de l'édifice, comme je l'ai dit, mais également à la construction, à la matière même. Et il existe, au début de l'an 1000, quand l'architecture romane se met en place, plusieurs types de murs selon la période ou l'ère culturelle. Je prends simplement ici un premier exemple. C'est ce qu'on appelle de façon très, très globale, je ne reviendrai pas sur ce concept qui est entièrement reconsidéré, de ce qu'on appelle là le premier art roman, c'est-à-dire une expérience autour de l'an 1000 sur un certain nombre de régions bien déterminées. Grosso modo, ce premier art roman, entre guillemets, ici je vous le montre un exemple, c'est la cathédrale de Bobbio en Italie vers 1014, et c'est une conception du mur qui, en quelque sorte, réactive
certains principes de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire une architecture qui privilégie l'homogénéité de la maçonnerie. C'est une sorte de conception horizontale du mur, une architecture qui est fondée sur la masse, avec des parements en moellon, noyés dans un abondant mortier et disposés en assises horizontales. Et c'est un type de construction qui apparaît autour de l'an 1000, d'abord dans la vallée de la Saône et en Italie du Nord en même temps, donc dans l'ancien royaume d'Italie et de Bourgogne, et qui en quelque sorte fait tache d'huile dans la Bourgogne orientale, en Franche-Comté, en Savoie, un peu dans le Roussillon, et qui en quelque sorte par ricochet arrive également en Catalogne. Et puis dans le même temps, autour de l'an 1000 également, principalement dans la France moyenne, ce qu'on appelle la France moyenne, c'est-à-dire une région qui serait grosso modo le bassin parisien au sens géologique du terme, c'est-à-dire une région qui irait de la Bourgogne à l'est, au Poitou et la Normandie à l'ouest, à la Champagne au nord et le Berry au sud, donc dans toute région, une sorte de France capétienne d'ailleurs, autour de l'an 1000, eh bien, on assiste au renouveau de la pierre de taille en moyenne appareil, dont les faces sont dressées à la laie, une sorte de hache. Je vous en montrerai une photo tout à l'heure. Et pour la définir, cette nouvelle technique de construction, donc un moyen appareil avec des blocs qui sont taillés sur leurs 4 faces, ou au moins 3 faces, les termes, les chroniques médiévales de l'époque parlent de lapis quadratus, donc c'est-à-dire ce bloc travaillé sur 3 ou 4 faces. Et donc je vous montre une des premières occurrences de cette technique, c'est le clocher-porche de Saint-Germain-des-Prés, donc qui est autour de l'an 1000, donc du temps de l'abbé Morard, entre 990 et 1014, en tout cas une des premières occurrences datées de ce nouveau type de construction. Un type de construction qui fait usage de façon plus ou moins abondante à la pierre de taille en moyen appareil autour de l'an 1000, qui est quelque chose d'encore rare et ambitieux à cette époque, et notamment, justement, le chroniqueur André de Fleury, dans la vie de Gozlin, l'abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, donc il parle de cet abbé de Saint-Benoît, Gozlin, qui a fait édifier cette célèbre tour-porche autour de 1025 à Saint-Benoît-sur-Loire, et précise justement, émerveillé de la chose, qu'il a fait venir des pierres par bateau du Nivernais, donc des pierres destinées au chantier. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas de pierre, mais c'est une volonté d'ambition d'utiliser la pierre de taille, et bien même si on n'en a pas, et bien pour montrer son ambition, on en fait venir. En tout cas, donc, ce début dans cette région de la pierre de taille, taillée à la laie, en moyenne appareil, donc autour de 1025, c'est de plus en plus développé. Alors, une progression qui n'est pas continue, qui se fait de façon plus ou moins chaotique, mais qui, dans le temps, à partir de la fin du XIe siècle, est presque adoptée unanimement par les constructeurs romans. Mais pas de façon continue. D'ailleurs, je voudrais revenir un petit peu à ce début un peu chaotique, par des exemples encore debout, et puis par aussi des textes. On a un récit du moine Anselme qui concerne la construction de l'abbatiale de Saint-Remy de Reims autour de l'an 1000, et il est dit que l'abbé qui entreprend un peu avant 1035, donc cette construction, eh bien, en signe encore là d'ambition, il va utiliser de la pierre de taille, donc ex quadris lapidibus. Et il est dit que ce système qui était coûteux, avec sans doute une main-d'œuvre aussi qui n'était pas complètement formée, qu'il fallait trouver, eh bien qu'on a dû abandonner en cours de route ce système, et que son successeur est revenu justement à un type d'appareil caractéristique du haut Moyen-Âge, donc plutôt en petit appareil, une construction plus simple, moins onéreuse, afin de mener à bien l'entreprise dans un délai raisonnable. Et puis ici, je vous montre le chevet de Tournus. On est là encore entre 1009 et 1019, peu après l'an 1000, et un de ces premiers monuments, en dehors de cette zone que je vous ai annoncée tout à l'heure, qui va très rapidement également faire appel à la pierre de taille, donc des murs, vous voyez, qui sont encore en petit appareil, comme on se faisait traditionnellement, notamment des
appareils en arête de poisson, en opus picatum, mais on voit déjà que c'est un monument qui est pensé comme le système de pierre de taille, en tout cas pensé verticalement, entravé, où les chaînes d'angle, les contreforts et les entourages des fenêtres sont construits en pierre de taille, et également l'intérieur. D'ailleurs, l'intérieur fait appel de façon plus généreuse, plus abondante à la pierre de taille. Alors, un des constructeurs du monastère, c'est sans doute son avoué, qui s'appelle Hugues de Châlons. Et justement, c'est un homme qui semble plutôt être tourné du côté de la France capétienne, puisque lui-même va ensuite devenir évêque d'Auxerre, et dans les années entre 1023 et 1035, quand il va reconstruire la cathédrale d'Auxerre, eh bien, il va la faire entièrement construire en pierre, en belle pierre de taille, avec des pierres qui sont déjà même normalisées. Donc, si je reviens sur Tournu, du temps de Hugues de Châlons, de son avoué, le chevet fait largement appel à la pierre de taille. Pour vous montrer que les choses ne sont pas tout à fait continues, c'est que dans la suite du chantier, pour l'avant-nef, vers ces années 1030, 1035, et pour la nef de Tournu, on va à nouveau préférer le système, entre guillemets, du premier art roman, donc ce petit appareil qui fait masse, avec ce décor de lésène et puis de petites arcatures. Donc on revient à des modes de construction plus habituels de la région. C'est pour montrer que cette progression de la pierre de taille, elle n'est pas continue, et peut-être faudrait-il éventuellement chercher derrière des explications. En tout cas, l'avoué qui a fait construire le chevet et qui utilise la pierre de taille est un homme qui est plutôt dans la Bourgogne, proche du parti capétien, qui est donné pour le rattachement de la Bourgogne au monde capétien, alors que par la suite, ses remplaçants sont plutôt, eux, tournés du côté de l'Empire. Alors est-ce que, là encore, il y a un côté politique, en tout cas, de démonstration dans ce type de construction? Là encore, ce sont des perspectives de recherche qui sont à peine entamées. Alors, la cathédrale d'Orléans, si on revient au monde capétien, la cathédrale d'Orléans est reconstruite après l'incendie 989, donc un peu avant l'an 1000. Si on reprend ces premiers grands monuments autour de l'an 1000 à pierre de taille, on peut aussi évoquer le chevet de Saint-Martin de Tours, donc tout début du XIe siècle. Là, je vous montre justement un détail du chevet de Saint-Martin de Tours. Donc ces deux monuments, Orléans, Saint-Martin de Tours, avec tout à l'heure Saint-Germain-des-Prés, compte parmi les plus anciennes occurrences romanes pour l'emploi du moyen appareil dressé à la laie. On voit ces tailles caractéristiques sur lesquelles je reviendrai. Mais autour de l'an 1000, les constructions entièrement en pierre de taille, comme Orléans, comme tout à l'heure la tour-porche de Saint-Germain-des-Prés, sont toutefois exceptionnelles, puisque plus généralement, dans cette époque, pour cette période, eh bien, on va plutôt employer le moyen appareil taillé à la laie avec parcimonie. On le garde plutôt pour l'ossature des parois, c'est-à-dire encore ses contreforts, comme ici on le voit pour le clocher-porche de Saint-Père de Chartres, fin 10e, peut-être début du 11e siècle, alors que le reste de l'édifice est encore comblé en quelque sorte en petit appareil. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi pour Tournu. En tout cas, l'usage de la pierre de taille va quand même s'accroître, se développer, devenir de plus en plus important, notamment dans cette génération 1020-1040. C'est là où on assiste à un essor relatif de la pierre de taille, donc qui sont dressés au taillant, avec même, je vous ai dit, une certaine tendance à la normalisation. Quand vous avez vu autour de l'an 1000 des blocs comme à Saint-Germain-des-Prés, ou tout à l'heure à Tours, on a des blocs qui sont extrêmement irréguliers, qui peuvent être extrêmement gros, presque du grand appareil, du moyen grand appareil, et d'autres sont presque en petit appareil, alors qu'à partir de 1020, 1040, quand cette pierre de taille se diffuse, comme ici donc à la crypte de Saint-Germain d'Auxerre, on assiste à un début même de normalisation, de standardisation dans la taille même des blocs.
Donc si on reste sur cette crypte de la cathédrale d'Auxerre, le seul élément roman qui a été conservé, puisque tout le reste de l'édifice est reconstruit au XIIIe siècle, eh bien, on a encore là des témoignages textuels, donc la geste, l'histoire des évêques d'Auxerre, donc qui évoquent l'œuvre de cet Hugues de Châlons, une fois évêque, dont on a parlé, et elle dit, c'est cette chronique, de son temps, la cité d'Auxerre fut la proie d'un incendie fatal qui réduisit en cendres ce qu'avait fait la main de l'homme. C'est alors que s'effondra complètement l'église principale du protomartyr Étienne, que l'évêque s'empressa de reconstruire, plus grande et munie de cryptes voûtées en pierre de taille, donc quadris lapidibus, car auparavant, elle était faite d'une maçonnerie trop fragile et de petites pierres, minimisque lapilis. Alors, ces changements d'appareil, cette adoption qui commence à se généraliser du moyen appareil en pierre de taille, concorde également avec l'utilisation exclusive du taillant, donc cette sorte de hache, et qui n'était pas forcément utilisée auparavant. À l'époque carolingienne ou au Moyen-Âge, on avait d'autres outils de taille. Le taillant était d'ailleurs assez peu utilisé. Et donc avec cette nouvelle conception même du mur, avec ce retour au moyen appareil de pierre de taille, eh bien, il y a presque un outil qui est celui du tailleur de pierre roman, c'est ce taillant droit. Alors durant les 2 premiers tiers du XIe siècle, le tranchant en métal est assez mal trempé et a tendance à s'écraser au contact de la pierre, de la surface. On voit que les coups, ici c'est à nouveau Saint-Benoît-sur-Loire, les coups sont portés de biais, ils partent des angles vers l'angle opposé, quelquefois d'ailleurs d'une manière organisée, quelquefois d'une manière plus ou moins désordonnée, et qui laisse des layures, donc des traces larges, profondes et irrégulières, justement en raison de ces lames mal trempées qui vont plutôt avoir tendance à écraser la pierre. Quoi qu'il en soit, ce taillant, il devient véritablement l'instrument technique privilégié du style roman. Alors, là je vous montre un détail de la crypte de la cathédrale de Chartres, de Fulbert, vers 1030 à peu près, 1020-1030. Donc les pierres de taille, à cette époque-là, en moyenne appareil, taillées à la laie de façon plus ou moins irrégulière, eh bien, sont mis en œuvre avec des joints de mortier extrêmement épais, justement pour rattraper l'irrégularité des arêtes en raison de ces taillants très très lourds qui ont tendance à casser les arêtes, avoir des arêtes extrêmement irrégulières. On le voit d'ailleurs ici. Et donc, pour rattraper un tout petit peu les assises, on est obligé d'avoir recours à des joints extrêmement épais. Vous voyez ici des beaux joints tirés au fer et lissés, des joints qui font rarement, pour les 2 premiers tiers du XIe siècle, moins de 2,5 cm, jusqu'à 7, 8 cm parfois, et à tel point que de temps en temps, comme ici à Chartres, mais on trouve ça à Saint-Germain-des-Prés, on trouve ça aussi ailleurs, on est obligé de mettre, on a ça aussi à Orléans, eh bien, calé en quelque sorte avec un élément de tuyau, un élément de brique, donc inséré dans les joints pour combler cette épaisseur quelquefois extrêmement importante. Et puis à partir de la fin du XIe siècle et surtout au début du XIIe siècle, avec les progrès de la métallurgie, et peut-être également de l'outil lui-même, et puis du geste, la prise en main de l'outil qui va se perfectionner, eh bien, on a en tout cas des taillants droits au tranchant plus résistants. Ici un taillant droit, plus effilé, et qui va permettre d'obtenir cette fois-ci des bolayages très fins, très irréguliers, qui vont lisser pratiquement quelquefois la surface, qui va permettre d'avoir un magnifique appareil avec des joints parfois très très fins, presque des joints secs, et qui vont donner aussi l'illusion, quelquefois qu'on le recherche, du mur monolithe comme du mur d'un seul bloc. Ici, 2 vues justement
entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, pris sur le même monument, dont on voit l'évolution, la différence, tout ce que peut apporter justement l'observation de la trace de pierre sur l'évolution d'un monument. Ici, on est à Sainte-Foy de Conques, donc avec le chevet ici entrepris par Rodolric vers 1030 à peu près. Vous voyez ces blocs aux arêtes extrêmement irrégulières, ces joints épais pour rattraper comme ça ces assises, et ces coups qui ont tendance à être portés de biais, mais de temps en temps donnés de façon un peu plus désordonnée, un petit peu plus anarchique. Et puis ici, à Conques, dans peut-être vers 1120 à peu près, vous voyez ce bloc là parfaitement dressé au taillant, avec de temps en temps on a même du mal à voir les traces de taille, les photographier, pas les voir, les photographier tellement on a l'impression que le mur est presque lissé, presque poli, presque aigrisé, avec ces légers joints. Donc on voit cette évolution de la taille de la pierre, la matérialité même de l'édifice comme ça qui s'en trouve complètement changée. Toutefois, il faut un tout petit peu faire attention, puisque ces critères ne sont que des chronologies internes en quelquefois. Ils ne permettent en rien une chronologie absolue, puisque cela dépend des traditions locales. Il y a des régions où la taille évolue plus ou moins rapidement. Cela dépend bien sûr probablement de la dureté de la pierre, sinon même du ductus, hein, du geste même de chaque ouvrier. Donc tout cela, il faut bien avoir en conscience que ce sont des critères internes et relatifs qu'il faut bien replacer dans leur contexte. Si dans la vallée de la Loire, par exemple, on voit une évolution presque continue, progressive, entre le premier tiers du XIe siècle, les années 1060, le début du XIIe siècle, eh bien, ce n'est pas le cas non du tout en Normandie, où jusqu'au début du XIIIe siècle, eh bien, on a encore des traces de taille qui peuvent presque ressembler à celles du XIe siècle. Donc ici, je vous montre le château de Vernon, édifice important, puisque entrepris par Philippe Auguste, une fortification locale. Et donc là, une taille qui n'est pas du tout belle, un gros taillant avec des traces très désordonnées. Ce qui est assez caractéristique de cette Normandie en général, où on s'intéresse beaucoup à la structure de l'édifice, et la taille de la pierre est quelque chose qui ne semble pas véritablement intéresser les maçons normands. Et d'ailleurs, c'est la même chose, on verrait qu'en sculpture, la sculpture normande n'est jamais quelque chose souvent de très beau, de très délicat. En tout cas, ce que peut apporter ce type aussi de document, outre justement relativiser en quelque sorte l'évolution de la pierre de taille et de l'outil selon les régions, c'est aussi de montrer que cette fortification de Vernon, elle est faite par des maçons locaux, ce qui relativise beaucoup un petit peu l'idée qui avait été donnée il y a quelque temps d'une sorte de cabinet d'architectes militaires autour de Philippe Auguste, et qui dresseraient les plans et qui viendraient avec leurs équipes. Jean Mesqui d'ailleurs a complètement remis ça en cause depuis même l'analyse des mesures du parti général de toutes ces fortifications de Philippe Auguste, et même justement on voit qu'ici l'appréciation même de la peau de l'édifice va dans le même sens. Donc en tout cas à l'époque romane, le traitement de base de la paroi consiste donc ensuite, après avoir taillé ces pierres, à appliquer un enduit lisse, à recouvrir d'un badigeon de couleur claire, ce qui peut assurer parfois la protection de la maçonnerie, mais aussi une finition de surface qui peut mettre en valeur l'articulation des volumes architecturaux. On peut encore recouvrir tout ou partie de ces murs par de la peinture murale avec des programmes figuratifs ou des décors ornementaux, ou des faux appareils, mais en principe, le moyen appareil en pierre de taille ne nécessite pas d'enduit extérieur, comme c'était le cas pour le petit appareil. On peut en mettre, mais ce n'est pas une nécessité. Et quand on a un enduit extérieur avec de la peinture, ce sont toujours des cas relativement exceptionnels. Donc je vous montre ici le cloître de Saint-Aubin à Angers, où la salle capitulaire, même l'extérieur, a reçu un décor peint
d'ailleurs avec un très beau dessin d'appareil. Je suis toujours étonné, c'est qu'on représente toujours dans ces monuments romans, souvent l'appareil, vous voyez, avec ces traits comme ça, diagonaux, qui vont sillonner l'édifice et qui d'ailleurs évoquent presque le sens de taille que l'on utilise, donc ces taillants portés comme ça de biais, donc il y a même, vous voyez, une espèce de jeu ici en miroir entre la représentation architecturée de l'architecture en peinture et l'architecture elle-même. Alors si on se cantonne à la France, au début du XIe siècle, à la France moyenne, donc on a vu, puis dans son extension, on observe ce phénomène de développement continu presque, enfin de plus en plus important, de cet emploi de la pierre de taille de moyen appareil dressé à la laie, et très rares sont les édifices qui vont, au début de l'an 1000, chercher à adopter des assises d'une hauteur exceptionnelle. Dès le début de l'art roman, on a une sorte de moyen appareil et qui va pratiquement tout le temps perdurer, et même jusqu'à une date assez avancée de la période gothique. Ceci dit, il y a quelques monuments au début du XIe siècle qui font exception, mais qui sont assez rares et qui n'auront pas de prolongement immédiat, notamment la cathédrale de Rouen au début du XIe siècle, aussi Bernay, peut-être autour de 2025, mais avec une chronologie un petit peu délicate, où ce sont des monuments où pour quelquefois les supports, les colonnes engagées, on peut trouver des blocs extrêmement importants qui dépassent quand même assez largement les dimensions du moyen appareil. Mais ça reste quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas au début du XIe siècle, et même durant, je dis, toute une grande partie de la période médiévale. À quelques exceptions près, on peut de temps en temps, ensuite, si on laisse passer ce début du XIe siècle, on a des choses qui se cherchent un peu, qui sont un peu hésitantes, avec des monuments qui font un peu exception, mais si on avance un petit peu dans le temps, on va quelquefois trouver des édifices qui vont vouloir justement revenir au grand appareil, au presque grand appareil, avec notamment des innovations également dans la taille de la pierre, dans la peau même, dans l'épiderme de l'édifice, et souvent par référence en quelque sorte à l'Antiquité. Souvent ce sont des volontés de revenir à l'Antiquité. Donc si je vous montre ici l'abbatiale de Cluny, on est vers un chantier qui commence à peu près en 1088, à l'extrême fin du XIe siècle, le plus vaste monument d'Occident, à cette époque-là, 187 mètres de long, 30 mètres de hauteur sous voûte, grâce à l'utilisation du berceau brisé. Et une des caractéristiques de l'édifice, c'est le retour à l'antique. On l'a dans la pratique liturgique, on l'avait dans la peinture, on l'avait dans la sculpture, avec notamment un retour avec des acanthes, des pilastres cannelés, mais un retour à l'antique qui va jusque dans l'observation même de la technique de construction, où justement, à Cluny, on va vouloir revenir, comme dans les monuments antiques, à un presque grand appareil pour donner justement l'illusion de ces murs de marbre, je dis presque monolithes, avec des joints presque à sec. Vous voyez ces blocs absolument souvent énormes. Ici, c'est un contrefort de Cluny 3. Et allant de pair avec ce retour justement à un presque grand appareil qui évoque davantage les constructions antiques, eh bien, on va également observer sur les monuments romains un certain nombre de traits spécifiques à la taille. Et vous voyez ici, on a notamment un layage extrêmement fin, ça c'est à peu près normal pour cette époque, mais surtout, vous voyez, ce layage, au lieu de partir en biais, comme c'est vraiment la pratique habituelle, normale à l'époque romane, eh bien c'est un layage des traces de taille qui sont parallèles aux bords, parallèles aux arêtes, et même quelquefois on peut même avoir une très légère ciselure périphérique, ce qui montre justement que la manière même de penser
la pierre, il va dans un système presque organique, total, ici, de retour à l'Antiquité. On pourrait presque, si on quittait le domaine français, autour du 1100, évoquer la cathédrale de Modène, par exemple. Mais je préfère me cantonner à la France, tellement le sujet est vaste. Et cette réflexion à Cluny sur l'invention d'une nouvelle structure, nouvelle plastique, vous voyez qu'il faut inventer une nouvelle structure qui puisse monter jusqu'à 30 mètres de haut, et bien tout cela va avec une redéfinition des techniques de construction et de la pierre de taille, mais cette pierre de taille, elle s'inscrit, taillée de cette manière-là, dans une réflexion plus générale sur, là encore, la matérialité même plus générale de l'édifice. Je dis qu'il ne faut jamais séparer technique, structure et matérialité à l'époque médiévale. Et puis à Cluny, justement, on va presque inventer un nouveau système de construction, un système presque d'appareil mixte qui consiste à utiliser pour les parties actives, en quelque sorte, de l'édifice, et bien des parties en pierre de taille, quelquefois énormes. J'aurais pu vous montrer les blocs qui sont comme ça sous la coupole, c'est absolument phénoménal, taillés justement à l'antique, avec des traces extrêmement fines, extrêmement régulières, et qui sont disposées parallèles au bord. Et en même temps, on va remplir le reste du mur d'une façon extrêmement souple avec du petit appareil. Ceci dit, cette fois-ci, c'est presque un petit appareil éclaté au marteau, mais dans son module qui est presque pensé comme de la pierre de taille, dans le sens où il est constitué véritablement d'assises. Donc on a ce mélange d'un petit appareil qui fait masse comme ça, et puis d'un appareil en pierre de taille parfaitement dressé à la laie pour les parties structurelles. Et donc c'est pour montrer que cet outil, cette peau du monument, je dis, fait partie d'une réflexion extrêmement globale et très, très, très profonde. Et ce système constructif va perdurer très longtemps, d'ailleurs en Bourgogne, jusqu'au moins au début du XIIIe siècle, dans les premières décennies du XIIIe siècle, sauf peut-être l'usage de blocs aussi importants qu'à Cluny. On ne trouvera guère ça ailleurs, mais ce mélange du petit appareil et d'un moyen grand appareil parfaitement taillé comme ça, avec des traces parallèles un peu à l'antique, là, ça va devenir presque, en quelque sorte, un type de construction quasi identitaire dans la Bourgogne des XIIe et début du XIIIe siècle. Ici, je vous montre le chevet de Saint-Marcel-les-Chalons. On est peut-être autour de 1220 à peu près, et on retrouve, vous voyez, ce mélange de petits appareils pour quelque sorte de remplissage, parfaitement quand même assisé, et puis ces parties structurelles, actives, les contreforts, les entourages de fenêtres sont taillés dans des blocs de moyen appareil relativement importants, sans avoir l'importance de ce qu'on trouve à Cluny, et vous voyez qu'en détail, on a ce layage extrêmement fin et disposé parallèlement. Et dans cette volonté de retour à l'antique, eh bien, on peut même quelquefois voir réapparaître des outils qui avaient pratiquement disparu depuis la fin de l'Antiquité. Donc, j'ai dit l'outil vraiment presque identitaire du tailleur de pierre roman, c'est justement ces laits, donc ce taillant droit. Et puis les outils pourvus de dents, ce qu'on appelle la bréture, vous voyez ici une laie, un peu comme une laie, mais avec des dents, on en voit ici, ou alors l'équivalent de laie, mais en instrument de percussion posé, le ciseau, avait complètement disparu. Donc je termine dans 5 minutes. Voilà. Et donc, eh bien, ces outils avaient disparu complètement depuis l'Antiquité tardive, et puis avec cette volonté de retour quelquefois à l'antique, eh bien, on va voir ces outils réapparaître
et souvent d'ailleurs on les voit réapparaître plutôt dans la Bourgogne, dans la Champagne, puisque en même temps on avait aussi des grands progrès dans la métallurgie, puisque on peut revenir à des instruments dentelés qui en quelque sorte ont cette capacité de moins faire d'éclat, en quelque sorte dans des pierres un petit peu fragiles, mais à condition bien sûr d'avoir un métal très très dur. Et justement dans cette Bourgogne, cette Champagne, cette est de l'Île-de-France, les cisterciens avaient mis en quelque sorte, avaient inventé justement ces marteaux hydrauliques qui permettaient d'avoir un fer beaucoup plus dur, qui a permis là justement également aussi de réaliser ces outils. Et donc je vous montre ici, vous voyez, on est ici à la cathédrale de Langres avec ses effets de taille, avec ses instruments avec munis dedans, des bretures, des lais, mélangés d'ailleurs aussi avec des tailles en droit, qui vont justement permettre de moduler un tout petit peu la surface. Et c'est ce que vont aussi faire les tailleurs de marbre dans le sud de la France, dans les Pyrénées, vers en 140. On se remet également à travailler le marbre, à même exploiter les carrières de marbre, ce qui avait été abandonné, ce ne sont plus des marbres de remploi. Et bien en même temps qu'on réexploite le marbre dans une aussi sorte de renaissance antique, et bien vous voyez, on revient à ce type d'outil dentelé qui avait été aussi l'outil des marbriers de l'Antiquité. Et puis donc pour conclure, eh bien ceux qui ont su sans doute faire un très bel usage de ces nouveaux outils, ce sont les cisterciens qui refusent justement l'ornement, qui veulent des formes extrêmement épurées dans l'architecture, et bien qu'ils vont en réalité ce qui retire à l'ornement, à la sculpture, et bien ils vont le donner à la pierre elle-même. Donc ils vont jouer de ces effets de la lumière sur la pierre, justement en multipliant les types d'outils de taille de pierre et aussi variant les tailles. Ici, je vous montre on est à Fontenay, dans la salle capitulaire. Vous voyez ici comment on a une pierre taillée aux tailles en droit, ici avec des ciseaux, avec presque des tailles, enfin des gradines, mais avec des tailles en chevron. Et puis, vous voyez ici un monument, ici c'est l'abbatiale de Cherlieu, justement, où tout le mur, c'est une immense abbatiale cistercienne. Et bien pratiquement chaque pierre reçoit non seulement un type d'outil différent et un sens de taille différent, ce qui fait que le mur va véritablement bouger, va vivre au contact de la lumière. Donc on n'a pas d'ornement, mais c'est la matière elle-même avec la lumière qui va prendre vie, prendre corps. Vous voyez ici avec des traces de taille en droit, de façon en biais, un peu traditionnelle. Ici une taille un peu plus rustique à la broche, ici une taille à la bretture, ici même taille à la broche avec une ciselure périphérique. Et puis c'est une chose qu'on va, voilà, on voit là d'autres exemples de taille de cistercienne, et voilà encore d'autres monuments. Voilà, donc c'était un petit peu ces différents dossiers que je voulais ouvrir sur la conception même de l'épiderme du monument, comme quoi elle fait partie à la fois de la structure et de l'esthétique. En même temps, je ne pense pas qu'on puisse séparer ces trois points d'observation. On doit les réunir ensemble dans toute étude monumentale. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, on va faire un petit parcours dans les méthodes de restauration. Je crois que l'idée générale, c'est vraiment de se laisser guider par le monument et de voir qu'on est amené à faire des choses tout à fait différentes dans la théorie d'un monument à l'autre. Donc, commencer par la cathédrale de Nevers. Voilà cette cathédrale, donc parallèle à la Loire, au-dessus de la Loire, elle se dresse avec son clocher, et c'est ce clocher qui va nous occuper. Voilà le plan. Ce clocher a pour caractéristique d'être dans une situation tout à fait bizarre. On a là un ancien chœur roman. L'église a conservé son chœur roman occidenté, et à l'époque gothique, on crée un chœur tout à fait normalement orienté. Donc, église sans façade occidentale,
Et au-dessus d'une petite absidiole romane qu'on reconstruit, on va créer ce clocher dans une position latérale tout à fait curieuse. Voilà cette église. Donc un léger malaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de portail, on n'a pas de quoi développer un grand cycle figuratif. Et donc à droite, le chevet roman et à gauche, le chevet gothique. Donc les portails se retrouvent côté nord ici, complètement isolés. Celui-là a subi des avanies. Et puis au sud, un petit portail latéral, mais pas de quoi développer quelque chose d'important, pas de quoi manifester qu'on est vraiment là dans une grande cathédrale. Alors cathédrale qui subit bien des malheurs, hein, un bombardement 44. Donc depuis 44, on l'a reconstruit progressivement et on n'en est pas encore au bout. Les stalles qui étaient en place ici ne sont pas encore revenus, hein, ça fait partie des projets. Voilà, un processus très long de reconstruction qui n'a pas du tout touché le clocher parce que le clocher a été épargné par les bombardements. Et au cours de ces travaux de restauration, un programme très important de vitraux est créé qui introduit dans l'édifice l'art contemporain avec un centre de grands artistes. Là, je vous montre simplement une baie de Rouen sur le collatéral qui vous donne une idée donc de cette ambition d'une intervention contemporaine à cathédrale de Nevers. Je vous le montre parce qu'on va en reparler pour les parties de restauration. Alors, le clocher qui nous occupe, le voilà. Donc, il se passe quoi sur ce clocher? Il se passe qu'on est devant quasiment un clocher-portail. C'est les sculptures qu'on n'arrive pas à développer dans des portails, dans un cycle proche du sol. On va les développer sur la grande façade sud, celle qui donne sur la Loire, qui est très monumentale. On crée un grand plein. Partout ailleurs, on a des baies. Ici, au sud, on a un grand plein. Et on développe le cycle figuré dont on rêvait. Alors, ici, on est dans une partie 16e. La souche du clocher est 14e et toute la partie haute est du 16e. Alors, on est dans une région, on a la pierre de Nevers, qui est une pierre extrêmement belle, au cret absolument superbe, assez proche des tuffeaux par certains côtés, mais qui est une pierre qui a pour caractéristique de se conserver relativement mal. Et donc, on était devant un état assez inquiétant. Ici, ce sont des photos déjà anciennes. Et le monument s'est énormément dégradé depuis. Alors, en termes de comparaison de ce grand cycle figuré, c'est assez rare sur des clochers. Tour Saint-Jacques, on a bien un ensemble de sculptures, mais elles sont introduites plutôt dans les contreforts ou en haut. On a Saint-Père de Vézelay avec ce grand cycle supérieur, ce qu'on retrouve aussi un peu à Vézelay. Et puis la cathédrale de Rouen, qui est peut-être un des éléments les plus proches, avec un grand cycle de sculptures figurées. Mais sur un clocher, de la façon de Nevers, c'est relativement exceptionnel. Petit frère, le clocher de Clamecy, très très proche, même idée de séparation horizontale des étages, très fort, qui gomme pratiquement les contreforts, mais là, pas du tout de cycle figuré. On a certainement moins de moyens à Clamecy qu'à Nevers. Donc voilà notre clocher. Et il y a plusieurs caractéristiques qui sont importantes à avoir en tête pour comprendre un peu ce qu'on fait sur ce type de monument. Le premier, c'est l'échelle, 55 mètres de haut, au fin fond de la Nièvre, qui n'est pas le département chef-lieu de région, c'est-à-dire qui n'est pas celui qui a les financements le plus rapidement, parce qu'on est quand même très loin, le temps que les informations remontent de Nevers à Dijon, il y en a bien pour un certain nombre d'années. Il a fallu 10 ans pour arriver à convaincre que les pierres tombaient. Et les pierres tombaient, elles tombaient sur les voitures, elles tombaient sur le trottoir, elles tombaient. Donc ça a commencé par une tranche d'essai pour aller voir. Et au bout de la tranche d'essai, une visite d'inspection générale s'est examinée que c'était extrêmement dangereux et on a fermé la rue et on a pu entamer les travaux très rapidement. Donc, des courriers peuvent être extrêmement efficaces dans ce genre de cas. Donc problème de danger du fait de la hauteur au-dessus d'une voie, premier élément. Et deuxième élément, une telle échelle qu'on ne va pas y remonter souvent. Il faut se dire qu'en moyenne, on remonte sur ce clocher tous les 50 ans au maximum. Voilà, alors, état, couverture photographique, pas extraordinaire, ce n'est pas un monument majeur, ce n'est pas un monument phare, mais tout de même réel. Et on constate que les dégradations sont relativement récentes. C'est vraiment le XXe siècle qui a vu la dégradation de ces sculptures, de ces moulurations, de ces ornements s'accélérer.
Voilà, donc sur un monument de ce type, on arrive vite à être conduit par le monument à un parti de restauration. C'est-à-dire que très rapidement, évidemment, on a travaillé avec des laboratoires. Ici, François Racineux, on a travaillé également avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. On a été épaulé par les géologues du laboratoire. C'était tout à fait intéressant. Et très vite, à peu près tout le monde était d'accord sur le fait de dire c'est pas bien l'endroit de faire de la conservation fine, de traiter au silicate d'éthyle, alors même qu'on avait des corniches de choux extrêmement proéminents qu'on prenait dans la main alors même qu'ils paraissaient en très bonne forme. Donc quelque chose de très inquiétant. On se dit là on est un peu conduit à des remplacements massifs au minimum de l'ornementation parce qu'on n'a tout simplement pas le choix, parce qu'une pierre qui tombe dans 7 ou 8 ans serait la catastrophe, et dans l'idéal, il ne faudrait pas que ça tombe avant 50 ans. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a vraiment des contraintes climatiques, d'échelle et de situations qui nous conduisent à des solutions relativement radicales, c'est-à-dire un maximum de remplacement. Alors on commence par faire une cartographie géologique, évidemment. On peut identifier les pierres de restauration, les différents types de pierres. Là, vous avez ce que ça donne, c'est-à-dire les campagnes de purge. Les campagnes de purge, c'est on prend les morceaux de cathédrales par poignée, à la main. Et ça quand même régulièrement, parce que ça a été purgé plusieurs fois. Voilà, donc réelle dégradation, quelque chose d'impressionnant. Et ces grandes sculptures figurées magnifiques, il restait 17 grandes sculptures figurées du XVIe siècle absolument superbes. Et alors là, j'insiste, superbes dans leur état de dégradation. Elles devaient être très belles neuves, mais elles sont encore très belles usées. Même l'usure est belle parce que la pierre est tellement extraordinaire qu'elle s'use avec une grande qualité esthétique. Donc voilà cet état de dégradation global et important, et les premiers essais sur certains éléments où on pouvait arriver tout de même à avoir des éléments qui sont bien conservés. Après, on dresse la carte des pathologies qui ont été faites point par point, et on est arrivé à la cartographie des remplacements tout à fait considérable. C'est de l'ordre d'un peu plus de 300 mètres cubes en ordre de grandeur. Donc, dans une restauration de ce type, quels sont les choix ? Les choix, ils ont été en fait relativement réduits. Tout le monde tombait d'accord sur le fait de dire on ne peut pas conserver des kilomètres de corniches, de pinacles qui tombent, il faut les remplacer. Et pour les remplacer, tout le monde est à peu près d'accord pour dire on essaye de remplacer à l'identique au plus près des modèles originaux qu'on a sous les yeux, donc ce n'est pas trop compliqué. Toute la question s'est posée sur les sculptures figurées. Les 17 sculptures anciennes, on s'est dit elles ne sont pas gardables à l'extérieur, il faut les déposer. Donc il faut les déposer, mais on fait quoi ? Et là, débat. Débat est monté en commission supérieure. Donc certains préconisaient le remplacement par des œuvres contemporaines dans l'esprit des vitraux, disant voilà, c'est une cathédrale où le ministère de la Culture a fait la preuve de sa maîtrise de l'art de son époque, il faut poursuivre, ces statues doivent être déposées, on va les remplacer par des œuvres du moment. Et le débat s'est vite porté sur la cathédrale de Reims, en disant qu'à Reims, où cette voie avait été tentée, elle n'avait pas toujours donné satisfaction, et finalement c'était bien dans l'esprit d'une restauration mimétique, d'une restauration par copie et complément, que paraissait être la voie la plus sûre et la plus sage, en considérant en plus que des sculpteurs aujourd'hui qui seraient à l'aise dans ce genre d'exercice, on n'en connaît pas beaucoup. Donc voilà, la décision a été prise de dire on va déposer les sculptures anciennes, on va les remplacer par des copies. Alors méthode donc grand échafaudage, là c'est l'échafaudage de la tranche d'essai. On monte un échafaudage et on monte une cabane de chantier suffisamment confortable pour qu'on puisse déposer les statues de la cathédrale sur place et qu'elles ne partent pas en atelier. Donc la série des 17 statues du XVIe siècle ont été déposées dans cet atelier. Là, elles ont été moulées. À partir de ces moulages, les sculpteurs ont réalisé des modelages. Ces modelages ont fait l'objet de nombreux allers-retours entre maîtrise d'œuvre, atelier qui était l'atelier Tolis, et conservation régionale des monuments historiques et inspection générale. Et quand tout le monde était d'accord sur le moulage complété par des modelages, le moulage complété par les modelages partait en atelier où il était sculpté.
alors que les statues restaient dans l'atelier pour être restaurées. Et que faire, donc choix de pierre tout à fait classique, et que faire de ces sculptures? L'idée a été de dire il faut réaliser un petit musée de l'œuvre, dans l'édifice, et c'est ce qui a été réalisé. On a tourné un petit peu, il y a différentes pièces disponibles dans cette cathédrale de Nevers, et on a décidé finalement de les remettre à l'intérieur du clocher, pratiquement au revers des élévations où elles se trouvaient auparavant. Donc grâce à la documentation photographique un peu de toute époque, et en particulier celle de droite de Marbourg, qui a été une collection de photos remarquables, qui a été retrouvée par la conservatrice régionale Cécile Ullmann, qui a apporté un élément intéressant. On a pu réaliser des séries, c'est-à-dire sur un certain nombre de sculptures. Tout ça s'est pris de vue lointaine du clocher, mais on arrivait à retrouver l'évolution et à voir à peu près les constantes. Et donc, fiche par sculpture, on analyse les sculptures, on essaye de voir les éléments dégradés, les éléments conservés, les photos de référence, leur situation dans l'édifice. On les passe ainsi toutes en revue. Et après, donc, le travail d'atelier. Donc, ce travail d'atelier, vous avez au départ un moulage au silicone, après les éléments de plâtre qui permettent de lui donner la rigidité de le sortir, le moule. Le tirage en plâtre est sorti, la statue originale est à côté, on travaille pour retrouver les compléments à partir des séries de photos que je vous ai montrées, et éventuellement d'iconographie analogue, c'est arrivé pour des modèles de croix, pour des modèles de sacs qui avaient disparu. Voilà, la statue complétée. Quand les statues sont complétées, elles sont sculptées ici en atelier, à l'aide d'une méthode tout à fait traditionnelle d'un pantographe qui permet de prendre point par point et de retrouver le cortège des sculptures. La sculpture, la copie interprétée retrouve son emplacement, et les sculptures anciennes, elles vont retrouver l'intérieur du clocher. Donc en quelque sorte, la cathédrale a été feuilletée. Je crois que ce qui est important là-dedans, c'est se dire que tant que la sculpture est sur l'édifice, c'est de l'architecture. Et puis du jour où elle est détachée, elle devient collection. Et il y a une espèce de feuilletage. L'ancienneté, en quelque sorte, est captée par la collection de sculptures, alors qu'elle disparaît sur le clocher lui-même par la force des choses. Donc voilà ce travail en atelier. Alors une petite entorse à la méthode qui avait été prise. Il y avait quelques sculptures vraiment épouvantables qui étaient des reprises des années d'après-guerre, et en particulier un ange Gabriel dont on avait la photo qui avait disparu. La conservatrice a souhaité que cet ange Gabriel soit réinterprété. Donc là, il s'agit vraiment d'une création à partir de la photographie, donc à partir d'une photographie qu'on a en toute petite échelle, un modèle qui est créé pour essayer de reconstituer l'ange Gabriel, qui est important puisqu'on était dans une iconographie liée à la vie du Christ qui nécessitait vraiment, pour retrouver sa logique, de retrouver un ange Gabriel lisible. Donc l'ange Gabriel, lui, est recréé de toutes pièces. L'intérieur du clocher, le voilà, dans notre futur musée de l'œuvre. Il nous a semblé tout à fait indiqué que ce grand volume attendait probablement depuis l'origine ces sculptures, et donc il y a une espèce de permutation du mur. Ce qui était à l'intérieur, à l'extérieur, se retrouve à l'intérieur, avec une réflexion pour retrouver un cycle iconographique à peu près cohérent. Cela ne va pas sans mal, parce qu'on a, voilà, c'est pas tout à fait évident d'arriver à caser toutes nos sculptures. Pour les suspendre, on a créé des éléments métalliques, donc qui s'ancrent dans le mur en partie basse, en partie haute. On a quand même des sculptures qui approchent la tonne. Et voilà un élément assez simple. Et il nous est apparu assez vite nécessaire, pour justement retrouver un peu le contexte de ces sculptures, de leur donner une petite pierre de socle. On ne retrouve ni les dés ni les bases, bien sûr, mais de retrouver un petit minimum qui assure la transition du socle, du support, à la statue. Donc voilà ces statues que je trouve pour ma part absolument extraordinaires dans leur état de dégradation. Et sur ce fond de mur monochrome, où on a vraiment qui vibre uniquement par la forme, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et en plus, on les retrouve sous la même vue d'en bas. Manifestement, ce sont des sculptures faites pour être vues de très loin, donc elles sont simplifiées, les plis sont lisses, les traits sont accusés, elles ne sont pas faites pour être vues de 30 cm. Alors pour le reste, pour l'ornementation qu'on pourrait dire d'accompagnement, gargouille, choux, pinacle, là c'est de la série, de la très très grande série.
on réalise les épanelages. Donc les métiers du chantier, ce sont les maçons qui posent, peut-être le métier le plus difficile, qui posent et qui font les joints, qui s'occupent également des éléments métalliques quand il y en a, quelque chose d'extrêmement complexe. Le maçon, c'est vraiment la clé de la réussite. Le tailleur de pierre, donc tailleur de pierre qui va faire tout ce qui est géométrique, il s'arrête à la feuille, mais tout ce qui ressemble à de la géométrie, tout ce qui demande des outils de règles et de compas, c'est du domaine du tailleur de pierre. Après, on va avoir des sculpteurs avec deux spécialités, on pourrait dire des sculpteurs ornemanistes qui souvent viennent de la taille de pierre, pas toujours, et puis des sculpteurs de sculpture figurée qui là se rapprochent beaucoup plus d'une formation traditionnelle beaux-arts, encore que celle-ci, je crois, a tendance à disparaître. Donc ces ateliers de restauration, c'est un peu le garant d'une compétence, et il est très important qu'il y ait des grandes restaurations comme le Clocher de Nevers, des restaurations traditionnelles, un peu Viollet-le-Ducienne, pour qu'on puisse garder les compétences. Sinon, plus personne n'aura cette science de la figure, de la proportion, de tous ces éléments qui sont tout à fait artistiques et qui demandent beaucoup de pratique. Donc là, vous voyez le passage de l'épanelage, donc le travail du tailleur au travail du sculpteur. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des sculpteurs qui voient le volume. Il ne s'agit pas de pinailler sur chaque feuille, il s'agit que le volume soit bien enlevé, que le volume soit bien compris. Et ça nécessite une taille relativement rapide. On a souffert souvent au monument historique peut-être de travaux très appliqués, très lents, un peu scolaires. Pour avoir un bon résultat, il faut un sculpteur qui sente la chose et qui puisse la réaliser relativement avec vigueur et rapidité. Voilà, donc des kilomètres de taille, des choses très importantes. Quand on arrive en partie haute, là on est sur la tourelle supérieure, c'est des éléments vraiment très importants. Et je dois dire que sur ce chantier, donc avec les équipes réunies par les ateliers Tolis, mais qui font appel à beaucoup d'indépendants, on a été assez satisfait de ces sculptures ornementales. On a un peu discuté, mais globalement, les choses se sont bien passées. Donc voilà, des travaux je dis que les maçons sont très importants parce que là, c'est eux qui travaillent. Les maçons, c'est eux qui font en sorte que l'édifice ne se casse pas la figure quand on est en train de changer les pierres. Et c'est vraiment souvent impressionnant. Donc on n'est pas toujours dans la dépose fine. Parfois, on arrive à déposer un certain nombre de blocs pour avoir des blocs témoins. On va essayer d'avoir dans notre petit musée de l'œuvre aussi de dignes représentants de l'ornementation et de la mouluration, mais dans un certain nombre de cas, ça se termine de façon assez sauvage à la disqueuse, et voilà, il faut rentrer nos blocs. Voilà, donc c'était le travail sur la cathédrale de Nevers. Donc, je dirais vraiment de la restauration dans la grande tradition du service, et je crois qu'on a là restauré d'une façon assez proche de ce que l'on aurait pu faire un siècle auparavant. Un tout petit intermède avant de vous parler de la Charité sur un très bel hôtel particulier qui est l'intendance de Besançon, donc construit en 1771 sur des plans de Victor Louis pour l'intendant Lacoré, donc un grand bâtiment institutionnel de Besançon qui depuis est devenu la préfecture. Vous voyez, hôtel à la parisienne, entre cour et jardin, grand salon qui aurait dû être à l'italienne mais qui ne l'a pas été, un peu dans la tradition de Vaux. Et donc Victor Louis, voilà ses façades. La signature de Victor Louis, ce sont les balustrades, ce sont les balustres qu'on va retrouver dans tous ces grands bâtiments, Comédie Française, Grand Théâtre de Bordeaux, vraiment dans tous les grands bâtiments de Louis, on retrouve ces balustres. Or, ces balustres ont disparu depuis 1811, donc elles sont restées en place pas très longtemps, petite quarantaine d'années, parce que ça prenait l'eau, parce que ça gelait, parce que ça n'allait plus du tout. Donc, comme beaucoup d'architectes qui sont passés sur ce monument, et Pascal aussi, là aussi avant moi, on rêvait d'une chose, c'était de remettre en place les balustrades. Les historiens locaux le souhaitaient, le demandaient, il y a eu quelques discussions, mais globalement, sur le plan de la déontologie, ça paraissait tout à fait souhaitable de retrouver ces balustrades, parce qu'elles sont indispensables à la lecture de l'élévation de Louis, sinon l'entablement paraît un petit peu ridicule. Il n'est pas bien dimensionné sans ces balustrades, l'entablement. Et puis ce dôme, il paraît un peu mou actuellement, quand il n'a pas de balustrade. Donc, état de dégradation très grand des charpentes, donc on est amené à faire des restaurations très, très importantes. Et vous avez là, voilà, ça c'est des petits modillons en métal de substitution, de restauration, donc tout ça a été amené à être remplacé. Et là vous avez, malheureusement en photo patrimoine, vous avez le départ de l'ancienne balustrade. Donc on avait la hauteur de l'ancienne balustrade, on savait qu'elles étaient là, on avait des balustrades sur les fenêtres, et extraordinaire, on avait le dessin de la balustrade de la balustre
avant dépose. Donc on s'est dit, là on est vraiment dans la science, on n'est plus dans le projet, on n'est pas dans l'élucubration, on a du solide, on peut y aller. Et on a proposé, et tout le monde a été d'accord pour restituer de la balustrade. Alors le seul petit problème, c'est qu'on est tombé sur les vrais balustres dans les arrases de murs où elles étaient noyées. Donc premièrement, on est tombé sur des choses très intéressantes, c'est des chéneaux qui étaient creusés à l'intérieur des murs avec des bacs de plomb entre deux pierres pour assurer l'étanchéité. Donc nos prédécesseurs avaient le moral, parce que dans un endroit où il gèle tout le temps, c'était vraiment, avec des pigeons et des feuilles, c'était vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Et puis ici, on a tout, c'est-à-dire qu'on a le rythme des balustres exact, on a le petit angle, l'endroit où on a le dôme qui démarre avec petit angle, et on retrouve tous les morceaux de nos balustres qu'on peut reconstituer, morceaux de balustre, reconstitution de balustre. Voilà. Alors là, on s'est dit, tiens, c'est un peu bizarre. Le maçon nous sort ça, on dit non, on n'y croit pas tout à fait, il doit y avoir quelque chose. Et le quelque chose, c'est que la panse était dans l'autre sens. Oui. C'était complètement... Donc voilà nos balustres qui n'ont strictement, mais alors rien à voir avec les balustres qui ont été relevés par nos prédécesseurs en 1811. Donc là, l'archéologie est venue contredire l'archive. Voilà, ça incite à une certaine prudence sur ce que nous disent les précieux documents. Donc on va changer de région, là on va traverser jusqu'en Bourgogne et on arrive à la Charité-sur-Loire. Donc Charité-sur-Loire, un pont, hein, certainement la naissance de la ville, une ville qui est née autour d'un prieuré, et un prieuré qui a subi, voilà, ce prieuré qui a subi un énorme traumatisme, c'est-à-dire qu'il a brûlé au XVIe siècle. Et il n'a jamais été totalement reconstruit. Donc vous avez là le portail de la grande église qui tombe sur une place qui est restée dans son état brut. Cette place, ce sont les premières travées de la nef. Voilà. Et on a ces extraordinaires maisons qui se sont imbriquées dans le monument, qui sont extrêmement célèbres. On a l'impression d'entrer dans une aquarelle du XIXe siècle d'un relevé de monuments. Derrière la porterie, vous avez cet extraordinaire collage d'éléments 16e, 20e, roman et 19e. Un passage, le passage digne, passage Mérimée ici, qui est absolument incroyable. Après la vente de l'abbaye comme bien national, on a éventré l'ancien monastère pour en faire un passage public et on a vendu à la découpe le monument. Donc quand on arrive dans ce site, on se dit il faut toucher à rien, il ne faut pas restaurer, il faut laisser comme ça, c'est très bien. Et donc on essaye d'avancer de façon la plus prudente possible. Alors je vous montrerai un petit peu les différentes étapes. C'est ce qui a été fait pour un élément archéologique. Mon prédécesseur, Bernard Colette, avait eu l'intelligence de mettre un parapluie au-dessus de vestiges en 1975. 30 ans après, les vestiges étaient toujours aussi impeccables, ça les avait très bien conservés. On a simplement remplacé par une couverture un peu plus moderne. Je vais aller un petit peu vite, parce qu'on est pressé. Donc, quelques éléments. Voilà, on passe du marchand de vin aux éléments restaurés. Donc, chance, on retrouve des petits éléments conservés d'ornementation, de triglyphes en staff, ce qui permet là, de restituer, là où on est à peu près sûr de notre coup, sur ces murs gouttereaux, ces éléments-là. Le staff est une matière fabuleuse. On avait ce salon du prieur qui avait une ambiance extraordinaire. Et grâce à des moulages sur les éléments en place, on arrive à reconstituer sans avoir pour autant un effet de neuf, parce qu'on reconstitue à partir de moulages sur les éléments anciens. Et salle capitulaire gothique qui était dans une extraordinaire ambiance. On s'est dit finalement on peut restaurer en conservant au maximum les éléments, les mutilations, les blessures. On peut éventuellement ne toucher pratiquement à rien, simplement compléter, faire un petit bout d'enduit, un tout petit jus, mais s'arrêter là. Et des éléments comme ça nous paraissent d'un intérêt esthétique majeur. Les maçons pensaient qu'on était devenus fous à la fin du chantier, ils pensaient que ça allait enfin commencer, la restauration leur a dit non, c'est fini. Et voilà, et on a laissé l'édifice dans cet état-là. Et ce qui nous a frappé, parce qu'on se posait quelques questions, ce qui nous a frappé, c'est que finalement ça a été très bien accepté, parce que les gens de la Charité-sur-Loire, ils ont ça sous les yeux depuis leur plus jeune âge, et donc ils y sont tout à fait habitués, et ils retrouvent leur monument comme ils l'ont connu. Donc un dernier point, comment on a traité ce portail? Donc même époque que la cathédrale, même problème, même pierre, on l'a traité tout à fait différemment. On s'est dit on va essayer de tout conserver. On est là dans un aspect de ruine intéressant. Alors une petite phrase de Ruskin qui correspond bien à mon portail. Voilà ce qu'il nous dit. Ces styles dont la décoration est subordonnée à l'ordonnance des points d'ombre plutôt qu'à la pureté du contour
loin de souffrir de l'usure partielle des détails, y puise un surcroît d'effets. Aussi devrait-on toujours employer ces styles, surtout le gothique français, quand les éléments matériels employés sont exposés à se détériorer, comme la brique, le grès ou la pierre calcaire tendre. On adoptera les styles subordonnés à la pureté des lignes, comme le gothique italien, lorsqu'on se servira de matériaux durs et résistants, comme le granit ou le marbre. Alors je trouve que Ruskin la touche assez bien du doigt le charme de tels morceaux. Donc ici, l'idée c'était de dire ce portail est dégradé parce qu'on a une terrasse au-dessus qui prend l'eau, il est dégradé parce qu'il est soumis à des intempéries permanentes. Vous voyez là aussi les éléments décollés sont assez inquiétants et proéminents. Donc on s'est dit, ce qu'il faut, c'est protéger de l'eau et il n'y aura pas de problème. On est allé puiser quelques sources d'inspiration en Italie, ici à Suse, avec une version campagnarde d'une couvertine de monument et une version savante ici, où les Italiens ont particulièrement bien réalisé cette idée de conserver cette corniche par une simple couvertine métallique. Un élément comparable à Raguse, sur le portail Saint-Georges en Sicile, qui me semble aussi assez intéressant sur ce que pourrait être une couvertine. Et à la Charité, on en a fait notre transposition. Donc des éléments en bois, côte à côte, des espèces de coyots, si vous voulez, à touche-touche, une feuille de zinc qui enveloppe ça et par-dessus du plomb, et de l'autre côté du parapet, la reprise de l'étanchéité de la corniche. En quelque sorte, pour nous, il s'agissait d'une archivolte métallique. Parce qu'on m'a dit, comment tu n'as pas refait l'archivolte? Eh bien, je n'ai pas refait l'archivolte, j'ai mis une casquette en haut de protection. Et donc, l'arc est resté pratiquement intact, 2 changements de pierre ici, je crois que c'est absolument tout. Et donc, c'était une restauration avec laboratoire et restaurateur, ici Nathalie Prual, laboratoire ERM, François Racineux. Et donc, grâce toujours aux mêmes méthodes de type silicate d'éthyle, dessalement, voilà, on a pu conserver au maximum ce portail et retrouver d'ailleurs la lecture de sculptures absolument extraordinaires. Là aussi, comme je disais, plutôt un très bon accueil local parce que c'est une culture qu'ils ont dans l'œil. Je suis persuadé que ce serait beaucoup plus difficile de faire ce type de restauration à Paris où, à mon avis, on est habitué à des choses tellement lisses, tellement impeccables que ça aurait énormément de mal à passer. D'où cette importance du contexte quand on travaille sur un monument. Le portail terminé, donc il y en a un autre petit ici qui est 13e, qui est plus ancien, mais bon, je crois que c'est vraiment là où se posait la question de restauration et cette problématique de la conservation d'une pierre dégradée qui peut être d'une très belle qualité esthétique. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est le cas ici. Merci. Je pense que le propos que je vais tenir ne surprendra pas ceux qui suivent mon enseignement à Chaillot. Il se situe dans la droite ligne de ce que j'essaye de faire passer comme message. Ce que nous venons de voir et qui est absolument passionnant paraît évident quant à la place dans l'architecture des édifices qu'occupe la sculpture, qui est évidemment reconnue comme consubstantielle et dont la mutilation ou la perte, sauf quand elle est mise en scène, je dirais aussi brillamment que ce qu'a su nous montrer Paul Barnoux, constitue véritablement une mutilation profonde de l'édifice lui-même. Dans le cas des enduits, on a très souvent tendance à oublier cet épiderme rapporté comme étant un élément qui fait partie lui-même de l'architecture, qui dessine l'architecture de l'édifice. Il y a évidemment des cas où l'on comprend très bien, en particulier lorsqu'on parle de décor historié, de peinture murale, de choses comme ça, que ces éléments ont une valeur, mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est d'insister sur ceux qui sont les petits, les obscurs, les sans grade, c'est-à-dire ces témoins extrêmement ténus de ce qui était le décor d'accompagnement de l'édifice depuis, je dirais, l'architecture, les débuts d'une architecture nationale chez nous. Je ne parlerai pas ici d'architecture antique parce que les témoins de vestiges peints sur l'extérieur des édifices antiques que nous possédons en France sont trop difficiles à interpréter. Mais dès le haut Moyen-Âge, en fait, on obtient des témoins tout à fait intéressants. Et l'on voit que
cette architecture de pierre dont la France s'enorgueillit et qu'on a évidemment répété à satiété comme étant un trait de l'architecture à la française, et je ne fais que citer un ouvrage extrêmement célèbre, est en fait aussi une architecture du trompe-l'œil, une architecture du décor, une architecture de la représentation, où la pierre est d'abord considérée comme un matériau avant d'être une fin en soi. Et je pense que nous n'avons que trop tendance, bien souvent, à réduire l'architecture à la construction, à considérer au nom de ce qu'un mouvement moderne nous a appris comme une sorte de vérité des matériaux, des images qui sont complètement fausses, et en particulier dans des architectures très anciennes comme des architectures romanes, par exemple. Alors ici, on a vu des exemples bourguignons tout à l'heure, je resterai en Bourgogne, qui est un peu mon terrain de chasse depuis fort longtemps. Et ici, un des exemples les plus anciens que j'ai identifié, qui est une petite chapelle qui dépendait de l'abbaye de Cluny, qui est à un jet de pierre pratiquement de l'abbaye, qui est aujourd'hui transformée en grange, qui n'a fait l'objet, je dirais, d'aucune restauration scientifique et qui justement se présente pour l'étude comme un cas tout à fait extraordinaire. Et vous voyez comment, dans cette architecture du premier art roman, ces motifs de lésène ou bandes lombardes sont mis en valeur par des décors qui sont des décors enduits et peints, qui donc accompagnent en fait ce jeu d'ombre et de lumière et cette muralité qui n'est pas une succession et un empilement de moellons, comme on a malheureusement trop souvent tendance à le considérer dans l'architecture romane. Loin de la rusticité qu'on n'a que trop tendance à admettre d'emblée, il y a là une volonté des constructeurs, et sur un édifice qui est un édifice modeste, qui est donc évidemment qui se situe dans la lignée d'une abbaye majeure que Philippe Plagneux nous a montré tout à l'heure. Il nous a montré tout à l'heure l'audace dans la mise en œuvre d'une façon extraordinaire. La première des choses, et je pense que le premier devoir des restaurateurs, puisque c'est bien le thème de ces journées, c'est interpréter l'ornement, restaurer l'édifice, c'est d'abord la connaissance, c'est d'abord l'identification et la documentation. Il faut être conscient que les témoins que nous avons sous les yeux, pour beaucoup vont échapper à la vigilance du restaurateur quand elle n'a pas déjà été déjouée par des interventions antérieures, et en particulier, malheureusement, par la manie décapante du XXe siècle, et en particulier aussi du service des monuments historiques au XXe, dans des restaurations dites scientifiques, d'avoir fait tomber, détruit une partie extraordinaire d'un patrimoine qui est non seulement un témoin de l'état d'origine de l'édifice, mais également de la façon dont un édifice peut être remis au goût du jour à différentes époques, je dirais à plus ou moins peu de frais. Et donc les différentes peaux sont tout à fait intéressantes. Alors on le trouve sur des édifices qui sont très anciens, mais des édifices qui sont relativement récents également. Et ici par exemple, ce sont des témoins qui ont été retrouvés au château de Versailles lors de restauration d'appartements, où sont apparus, en fait, par ce millefeuille, Paul Barnoux, il faisait allusion tout à l'heure, ce millefeuille que constitue un édifice qui évolue, et donc d'anciennes façades sont devenues, 5 ans après leur construction, des murs de refend intérieur. Et donc, nous avons, grâce à cela, des témoins qui sont scellés, et qui sont scellés datés. Et je peux vous dire très précisément que le détail que vous voyez là, d'un faux appareil de briques sur un vrai appareil de briques, date précisément de 1685, puisque c'est la date de la construction de la façade, et que dès 1688, cette façade est abandonnée pour devenir en fait un mur intérieur. Donc c'est absolument passionnant. Et on voit là, donc en particulier vous le voyez bien, et c'est très important, et en particulier à Versailles bien entendu, c'est cette différence et cette consubstantialité qu'il y a entre l'être et le paraître. Dans ces architectures, nous sommes dans une architecture de vraies briques, mais qui dès l'origine, dès la construction, est maquillée en fausses briques. Et vous voyez bien en bas à droite que, d'ailleurs, le maquillage de fausses briques c'est un enduit avec des joints peints, au blanc de plomb, c'est un enduit teinté dans la masse, en fait, avec de l'ocre rouge, et qui recouvre intégralement l'appareil de briques, et qui ne suit absolument pas
cet appareil de briques au profit d'un module plus grand, plus monumental, qui obéit mieux aux règles de l'architecture. Et vous le voyez, en fait, ce détail est ici. Donc, dans cette partie-là, vous voyez ici les vraies briques et ici les fausses briques. Et c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, de témoins datés, parce qu'on pourrait croire que ça date d'une restauration et qu'au fur et à mesure, une façade qui aurait vécu, de quand date en fait son dernier revêtement. Et le fait d'avoir ici une façade qui n'a été que 5 ans à l'air libre, il est évident qu'elle n'a pas eu 2 revêtements en 5 années. Donc nous sommes là sur une pratique attestée comme étant la pratique d'origine. Alors à cela, il y a des raisons qui sont des raisons d'abord techniques, tout simplement, mauvaise cuisson des briques, mise en œuvre d'un appareillage qui était trop hâtif, et donc quelque chose qui était considéré comme non esthétique et non durable, tout en étant pourtant un élément qu'on voulait mettre en exergue, puisque vous savez qu'à Versailles, nous avons une ordonnance briques et pierre volontaire qui ne sera abolie d'ailleurs pour toute la ville qu'en 1751, lorsqu'on abandonne le règlement royal obligeant à construire en briques et pierre, ou plutôt d'ailleurs en fausses briques et en fausses pierres dans cet endroit. Donc il est très important effectivement de documenter ces éléments, et c'est la première des choses, car on ne peut répondre, mais ça vous le savez bien, qu'à des questions qu'on se pose. Si la question n'est pas posée, on n'a aucune chance d'y accorder la moindre attention. Ces témoins, on les voit à toutes les époques, et ce sont ces types de décors qui en particulier imitent et transcendent la construction pour donner une certaine plausibilité dans une image de représentation qui ne résiste pas finalement à l'analyse. Ici, nous sommes sur un donjon d'un château médiéval à Cercy, en Saône-et-Loire, donc donjon des années de la fin du XVe siècle, deuxième moitié du XVe siècle, et on voit qu'on a cherché à maquiller un appareil qui était un appareil tout à fait ordinaire de petits moellons, non pas bien incisés, ce sont vraiment des moellons bruts qui sont empilés. Évidemment, les mâchicoulis, eux, sont en pierre de taille, et on donne en fait une représentation d'une force de l'architecture qui est ici signifiante pour imiter un appareil de pierre de taille, qui est tracé en fait avec un enduit jeté au balai, extrêmement rustique, dans lequel on a retracé en fait très grossièrement des joints. On est là dans une représentation militaire dont on imagine bien qu'elle a une force de symbole, et en particulier elle obéit à un code qui est un code justement de l'intimidation de l'ennemi en quelque sorte, puisque un donjon en grande pierre de taille, c'est beaucoup plus impressionnant évidemment qu'un empilement de petites pierres. Et on voit combien l'image se transforme de l'édifice sans pourtant que, en aucun cas, la construction de l'édifice n'en soit changée. Donc il est particulièrement important et intéressant de connaître et d'analyser et de documenter ces éléments qui, bien souvent, ne demandent qu'à rester en place, tout simplement, mais malheureusement, il m'a été donné dans ma carrière trop souvent de voir disparaître ces éléments à la moindre restauration, et donc nous avons là une extraordinaire responsabilité, et il faut, avant disparition, essayer de constituer ce corpus. Toujours dans ce même château, il y a dans la cour intérieure un exemple, on pourrait se croire en ville, si vous voulez ici, et pourtant nous sommes dans une cour intérieure de château au fin fond de la Saône-et-Loire, et un exemple absolument intact et extraordinaire d'une façade de fin 15e, dont les pans de bois c'est une exposition nord, une cour qui est bien abritée, avec un grand débord de toiture. Et vous voyez qu'on a ici des éléments très intéressants. Alors le pan de bois est en très bon état, il n'a pas de trace de peinture. Ça, je ne peux pas... on n'en a pas vu. Elle a pu disparaître. Vous savez que on peut penser que ces peintures qui étaient souvent à l'huile de lin finissent par en fait le liant finit par disparaître et la peinture poudroie tellement qu'il faudrait, là nous n'avons pas mené d'analyse puisque c'est une observation que nous avons faite, c'est pas un bâtiment qui a été restauré, et donc par contre ce qui est passionnant, c'est que dans les remplissages on a un épiderme. Vous voyez donc des remplissages qui là aussi sont en moellon, et on a un épiderme qui est en fausse brique,
Ça, c'est une chose qu'on ne pourrait pas inventer. Et qui est d'une liberté de ton, hein, d'esprit, puisque vous voyez qu'on n'a pas cherché à faire de la brique horizontale, on l'a mise de biais, interprétée comme on pouvait, qui est absolument inimitable. Et donc tout cela est infiniment précieux, et je dirais que c'est le genre de témoin auquel il ne faut surtout pas toucher pour lui conserver toute son authenticité. D'ailleurs, il vit finalement assez bien. Alors parfois, il arrive que d'autres témoins sont retrouvés sous des décors plus tardifs, ou plutôt des ravalements plus tardifs. Ça, c'est un décor que nous avions retrouvé à Beaune, à l'hôtel de Sceaux, donc est dégagé, et puis qui a été restauré par mon confrère et successeur Éric Palot. C'est un décor tout à fait intéressant. Ici, donc on est à peu près de la même époque que ce que je viens de vous montrer. Là, ici, le pan de bois il a été mutilé parce que toutes ces sculptures en saillie ont été rabotées. La façade avait été intégralement plâtrée et avec, vous voyez ici les fantômes en fait du Lati qui est par-dessus, mais en dessous, on a donc retrouvé ces extraordinaires décors de grisaille, en fait Renaissance, donc qui sont plus tardifs par leur style que le style général de la façade. Donc on peut imaginer là un embellissement, une restauration, une remise au goût du jour d'un édifice, et dont on avait d'ailleurs retrouvé, c'est un édifice très passionnant, riche maison bourgeoise qui aujourd'hui dépend des Hospices de Beaune, et c'est un édifice en fait qui a visiblement fait l'objet à l'extrême fin du XVIe siècle, alors qu'il avait peut-être un siècle environ, d'une grande restauration, et en particulier on a retrouver des éléments de seconde œuvre comme des fenêtres et des menuiseries de fenêtres extraordinaires, murées, avec encore leur mise en plomb de vitraux intacte, donc de la fin du XVIe siècle ou tout début du XVIIe. Je pense que nous sommes dans les années ici 1580-1590, avec ces décors en grisaille, donc d'arabesques ici, et de grands personnages. Là encore, ce sont des choses presque unique, et parce qu'il est très très rare de trouver ces éléments qui n'aient pas été rabotés, reponcés ou qui aient entièrement disparu. Voilà. Alors, une fois qu'on a identifié, il se pose la question de la restauration et donc de la capacité que nous avons à conserver. Il est évident que le problème de ces enduits, c'est leur fragilité. Bien souvent, encore qu'il faut quand même nous poser la question que des enduits qui ont tracé leur voie à travers plusieurs siècles ne sont peut-être pas forcément de si mauvaise qualité, même si ils sont évidemment en général lacunaires et qu'ils ont donc maintenant des fragilités qui sont dues à des discontinuités, à des expositions plus ou moins favorables, et également à ce qu'on voit souvent, si vous voulez, qu'on rencontre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire des déplaquages relativement généralisés. Cependant, je pense qu'il est important d'essayer de conserver en place ces témoins, et qu'on peut tenter, je dis bien tenter, dans certains cas, des opérations de conservation, restauration et de complément. Ici, c'est un clocher donc, du XIe siècle à Blanneau, en Saône-et-Loire, qui a été restauré, dans lequel on a réintégré, si vous voulez, les témoins anciens, donc qui ont été consolidés, qui ont été traités de la façon la plus simple, comme des peintures murales, mais non pas avec un acharnement thérapeutique qui aurait été hors de portée, mais tout simplement, si vous voulez, par un procédé classique qui a été de poser des solins périphériques pour essayer d'éviter les migrations d'eau, de faire quelques injections. On a aussi fait des sacrifices, c'est-à-dire que pour conserver une certaine réalité à l'opération, un réalisme économique, certaines parties ont été purgées. Ce sont des éléments répétitifs. Il est inutile de vouloir tout conserver, mais il est important de conserver de grandes plages significatives. Et on a reproduit, si vous voulez, et redonné en fait une nouvelle vie à ces enduits à travers des enduits de lacune qui reproduisent en fait ce que l'on voit plus ou moins bien, mais qui est c'est-à-dire le réseau de faux joints. Cette restauration, en fait,
n'est que la restauration d'une restauration de ce clocher, puisque en fait il s'agit là d'un épiderme qui n'est pas l'épiderme d'origine, mais d'un épiderme qui a été réappliqué ici au XVIe siècle, lorsque le clocher a été surélevé, que le beffroi a été remonté, et qu'on a muré en fait l'ancien étage du beffroi, puisque vous voyez que cet enduit passe sur les parties qui sont les parties d'origine, tout en préservant une certaine lisibilité de l'architecture. Donc c'est là une des possibilités qui sont offertes, et vous voyez que sur des parties basses qui étaient mieux préservées, on a pu pratiquement ne rien faire. Il y aurait des éléments à éradiquer, comme ces jolies saignées remplies de ciment, évidemment, mais il y a là un aspect, je pense, archéologique qui est tout aussi important que de préserver une pierre, tout aussi important que de préserver une sculpture, parce que ce sont des témoins que l'on voit de moins en moins. Et en particulier, je voudrais attirer votre attention ici sur l'interprétation que redonnent ces enduits de toutes les époques sur la façon dont est perçu le premier art roman bourguignon. Et ici, ce qui est très passionnant, c'est que sur l'abside, vous voyez en fait la frise d'engrenage qui est ici, qui n'a jamais été murée, contrairement à ce qu'on a la plupart du temps, parce que j'en ai dégagé beaucoup sur des clochers ou des éléments supérieurs d'architecture de cette époque. Lors de regarnissage, en fait, on a tendance à les oublier. Ici, elle a gardé en fait son aspect d'origine, et elle est véritablement conçue pour contraster avec un enduit, c'est-à-dire avec ce qui illustre bien ce que Grégoire de Tours appelait le blanc manteau d'église, c'est-à-dire que ces églises étaient intégralement enduites à l'extérieur, elles étaient enduites avec des enduits clairs, badigeonnés, blancs, et d'ailleurs même Cluny était enduite, le moyen appareil de Cluny était enduit à l'intérieur comme à l'extérieur, pas le grand appareil, parce qu'on voulait justement le montrer à l'antique et qu'il était mis en exergue sur des fonds qui n'avaient pas à être vus. Et là, vous voyez combien tout cela prend son sens. Au lieu de l'empilement de pierres, on a véritablement ici une grande surface nue et lisse. Donc c'est un enduit que nous avons volontairement laissé intact et dont on peut attester de l'ancienneté parce que les baies ont été agrandies au XVIe siècle et qu'on voit très bien les reprises dans cet enduit. Donc si ce n'est pas l'enduit d'origine du XIe siècle, c'est un enduit qui est entre le XIIe et le XVIe. Et donc c'est parfaitement intéressant de voir cette sensibilité. Alors de la même façon, dans des époques plus tardives, ici à la cathédrale de Chalon-sur-Saône, sur une intervention qui a été faite à la fin du XVe, début du XVIe siècle, on a retrouvé, après dégagement de bâtiments parasites, en fait, ces vestiges sur des fonds de briques et de moellons. On a retrouvé, en fait, ces témoins d'enduits faux appareils anciens qui, vous le voyez, jouent avec une très grande liberté sur les pierres d'encadrement sans chercher, en fait, à les masquer complètement. Et donc, la restauration qui a été faite ici est une restauration-conservation avec nettoyage de ces enduits qui a été fait par micro-abrasion extrêmement fine après compresse, et donc pose de Solin, et ensuite complément en fait des enduits. Donc on retrouve une lecture, si vous voulez, de l'édifice, et en même temps on a conservé les témoins en léger décalage, mais en même temps avec une unité retrouvée, ce qui me paraît tout à fait intéressant. Et je pense qu'il est important de conserver ces témoins authentiques. Vous le voyez ici, en fait on est exactement là et ici. Donc faire au maximum. Ici, un cas à Versailles sur la façon dont, je vous le disais, cette ville est construite en fait en fausses briques. Et là, on a des témoins qui sont des témoins de toutes les époques. Ici, en fait, donc un portail authentique du XVIIe siècle qui correspond en fait à une ancienne porte cochère, puisqu'il n'y avait pas de bâtiment. Le bâtiment n'est venu que 40 ans après. Et quand la rue a été percée, et ici un ravalement du milieu du XIXe siècle en fausse brique, voilà de la fausse brique interprétée sous le Second Empire, en fait ici. Donc le ravalement était en mauvais état et on l'a repris en fait ici dans cette partie. Donc voilà, alors là c'est un choix de partie qui a été fait, de supprimer les tables qui avaient été rapportées sous le Second Empire au profit de la lecture première de l'édifice. Donc ça, ce sont des choix archéologiques par rapport à des archives qui sont faits. Vous avez donc de mains exemples de ce type de faux sur le vrai qui a été maintes fois utilisé à Versailles, ici à la bibliothèque municipale qui est l'ancien hôtel
de la Marine des Affaires étrangères, avec donc des parties ici des briques qui avaient été reparmentées au XXe siècle et sur lesquelles on a refait du faux appareil de briques pour retrouver, en fait, non pas une rusticité, mais véritablement la logique d'enduit. Voilà donc ici la fausse brique et la fausse pierre, seul l'avant-corps est en pierre, dans une ordonnance qui se dessine par l'alternance des matériaux et des matériaux fins. Ici, à l'hôtel des gendarmes, 1732, Jacques V Gabriel, avant restauration, et après restauration, là pour l'instant c'est un photomontage parce que la façade est sous échafaudage, et elle a été, donc c'est un bâtiment qui revit, je dirais, par rapport à ce qu'il était, et c'est particulièrement important. Voici les témoins retrouvés sur le bâtiment. Donc le fait de... ce sont des... il est important que même dans des choses qui ont été retrouvées avec beaucoup de modifications, on puisse avoir en fait des éléments qui sont des éléments fiables. Et là, on a retrouvé sous les couches et les couches d'enduit rapportés au 19e et au 20e siècle, en fait, le ravalement d'origine qui nous a permis d'avoir le module exact de ces grandes briques de 8 cm de hauteur et qui change complètement l'échelle d'un bâtiment. Lorsqu'on prend du 5,5, 11,22, on n'a absolument pas le même effet. Voilà. Et donc ça donne les différentes étapes, si vous voulez. Donc ici, on est dans des joints qui sont recreusés, puis ensuite remplis avec un mortier différent, et toujours quelque chose qui est entièrement en trompe-l'œil, puisque fausse pierre et fausse brique ici. Le cas existe sur la maréchalerie des petites écuries, qui est construite par Mansart en même temps que les écuries, mais elle est construite en mode mineur avec des matériaux pauvres, et donc elle a été entretenue par l'armée pendant 150 ans, avec à grands coups de badigeons qui faisaient tenir les murs, et finalement on retrouve en fait à nouveau ce rythme, et de la construction on repasse à l'architecture, et ce bâtiment retrouve une noblesse sans lequel il n'aurait pas pu survivre. Et je pense que c'est vraiment une architecture de Mansart qui mérite, même si elle est en mode mineur, une architecture d'accompagnement de belle qualité et de bon rythme. Voici, donc c'est aujourd'hui l'école d'architecture de Versailles qui est installée ici. Et on a fait malheureusement à Versailles du faux Mansart au kilomètre, ici, et on a fini par banaliser en fait une ville qui avait son rythme et des éléments tout à fait intéressants de polychromie. Et voici donc après restauration la façon dont la ville retrouve ici à Versailles son intérêt architectural est tout à fait remarquable depuis une vingtaine d'années. Et donc on maîtrise maintenant assez bien ces techniques de restauration avec des enduits plats très chauds de bonne qualité. Et je termine pour vous montrer un élément qui est un élément assez spectaculaire, que ceux qui suivent mon cours le connaissent, mais ça a été une expérience qui maintenant remonte à 25 ans, et je crois que c'était la première fois qu'on refaisait ça. Dépendance des Hospices de Beaune, on a vu l'hôtel de Sceaux tout à l'heure, le bâtiment Saint-Côme, 1736. Ce bâtiment en fait avait été donc assez malmené, donc un bâtiment avec de grandes surfaces murales, soyons honnêtes, une caserne un petit peu. Donc pas quelque chose de transcendantal du point de vue architectural. La façade arrière de ce bâtiment, qui est exactement la même, avait été restaurée quelques années auparavant, dans les années 85, proprement. Vous voyez, et voilà ce que ça peut donner. C'est sans génie, mais c'est propre. Et en fait, ce que l'on a rétabli, c'est grâce à une maquette en paille conservée aux Hospices, ici, le rythme en fait des grands enduits à panneaux qui redonne tout son sens en fait, et cette scansion de plein et de vide, et on repasse, je dirais, grâce aux enduits qui sont une véritable modénature, qui sont donc, on repasse de la construction à l'architecture. Et ce qui était une caserne, ce qui était un bâtiment avec une grande disproportion entre les vides et les pleins, retrouve un intérêt parce que finalement on s'aperçoit que l'architecture, c'est un bâtiment qui avait des petites fenêtres parce que c'était le bâtiment des grands greniers et non pas un bâtiment d'habitation. Donc c'est un bâtiment de stockage, mais vous voyez qu'on avait donné en fait un rythme et une vie à tous ces éléments-là. Et donc ça c'est entièrement fait avec le même enduit, uniquement avec des finitions en enduit jeté au balai et en enduit lissé. Donc à travers ce rapide tour d'horizon, je voulais juste une fois de plus vous dire combien
les enduits, les finitions appliquées, qu'elles soient polychromes, qu'elles soient monochromes, mais surtout qu'elles aient des effets de matière, sont des parties consubstantielles de l'architecture, au même titre que la pierre, et qui doivent être reconnues, respectées et remises en valeur pour pouvoir rendre pleinement justice à toutes les architectures de toutes les époques. Je vous remercie.